Salut à toutes, salut à tous, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve en compagnie de Sébastien D. Salut Seb. Salut. Bonjour tout le monde. Seb, que vous commencez à connaître maintenant parce que c'est pas la première fois qu'il intervient sur la chaîne. On a l'occasion de se retrouver cette semaine au Portugal et donc on discutait un petit peu investissement immobilier, location, courte durée. On en discutait légèrement. Et je trouvais intéressant que Seb partage un petit peu son retour d'expérience aujourd'hui sur la chaîne parce que tu t'es lancé dans la location courte durée il y a 1 an et demi à peu près, exact, ouais. Avec un premier bien qui a bien fonctionné. Tu as donc voulu renouveler l'expérience avec un deuxième bien et on avait fait une interview il y a 6 mois de ça maintenant, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous remets le lien en cliquant ici, dans laquelle tu venais juste de le mettre, donc c'était vraiment le début de l'activité. Le deuxième était en exploitation. Ouais. Voilà. Ouais. Là, on se trouve donc 6 mois plus tard et je trouve intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur cette activité que tu vas partager avec nous tout de suite après le générique. Donc Seb, il y a 6 mois, on s'est vu, on a fait une interview chez toi pour le coup, tu m'expliquais que tu venais de mettre en location courte durée un deuxième bien. Si ma mémoire est bonne, tu m'avais même dit, tu nous avais dit dans cette interview que tu avais réussi à le mettre en location alors qu'il n'était même pas encore sur les plateformes de réservation et qu'il n'était pas tout à fait fini. Oui. Tu nous avais expliqué pourquoi, c'était dans la vidéo. Du coup, tu étais plutôt extrêmement confiant sur l'avenir de cet appartement. Voilà, on est 6 mois plus tard, on se trouve, c'était en avril, on est maintenant en octobre. Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous ton retour d'expérience sur ces 6 mois écoulés ? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on en avait échangé plusieurs fois, même assez régulièrement. Moi, j'avais fait un premier bien en location meublée, donc il y a 1 an et demi maintenant. Et dans la même ville, du coup, il y a un autre bien que j'ai également rénové et mis en exploitation. Donc, le premier, ça fait 1 an et demi, et l'autre, ça fait un peu moins de 6 mois qu'il est en exploitation. Alors déjà, oui, j'étais confiant parce que j'ai vu les premiers résultats, enfin les résultats du premier qui a démarré très fort. C'est vrai, on a beau faire son étude de marché, même aujourd'hui, on se dit toujours est-ce que ça va fonctionner. Donc voilà. Donc quand on fait une bonne étude de marché, ça fonctionne. Le deuxième bien, il est un peu plus grand. Il est vraiment à 30 secondes à pied de l'eau, donc c'est vraiment le même quartier, le même secteur, donc je prenais pas beaucoup de risques. Et effectivement, avant même qu'il soit sur les plateformes, je l'ai mis sur Booking et Airbnb, et bien j'avais déjà des réservations puisque le premier bien que j'avais mis historiquement en location courte durée, parfois tu as des doubles réservations, enfin tu as 2 personnes, 2 familles ou en tout cas 2 profils qui veulent réserver au même moment. Donc je sais que ça t'arrive aussi. C'est toujours frustrant de devoir refuser ou alors on le sait pas toujours parce que de toute manière par le jeu des calendriers, à partir du moment où c'est réservé, on ne peut plus réserver. Il se trouve qu'il y a une personne qui vient très régulièrement chez moi, qui d'ailleurs aujourd'hui au moment où on tourne est chez moi et elle repart demain. Et c'est une personne, j'en ai quelques-unes comme ça où on passe en direct. Donc c'est des clients que j'ai rencontrés, elle c'était sur Booking, sur Airbnb, excuse-moi. Et puis on l'a fait une fois, puis après c'est bien passé, puis quasiment tous les mois, elle vient régulièrement. Et elle m'a pris ce nouvel appartement, et puis voilà, donc du coup celui-ci fonctionne, il est plus grand, plus lumineux, moi j'aime beaucoup au niveau de la déco, je le trouve vraiment mieux, mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite, le temps que la locomotive tire tous les wagons, il y a une espèce de résilience qui se crée et il faut lancer la machine. Donc la machine est en train d'être lancée et elle était notamment boostée au mois de juin parce qu'il y a l'Armada dans ma ville qui a c'est l'équivalent d'une Coupe du Monde pour d'autres villes, Une fois qu'il y a ça, il n'y a absolument pas assez de biens, ni dans le centre-ville, ni quand on s'écarte, et même à 3-4 villes alentours, il n'y a pas assez. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai augmenté les prix. T'as bien fait. Payé par à peu près 3. Tout s'est loué. Je louais des fois même une seule nuit, mais c'était tellement rentable que voilà. Donc ça, le permettre. Ça a été l'effet booster. En tout cas, moi, je savais que l'Armada arrivait parce que ça fait quand même quelques temps qu'on le sait, et il fallait absolument que je sois prêt. Donc j'étais prêt, 2 mois avant.
Donc voilà, louer avant que ce soit mis en place, l'Armada Effet Booster. Alors cet appartement comme l'autre d'ailleurs en courte durée, je reçois plutôt 70-75% de personnes qui viennent travailler. Ok. Donc ce qui veut dire que effectivement, je l'ai remarqué pendant juillet, pendant août et pendant une période de décembre, j'ai moins de réservations. Alors là, qui était extrêmement largement compensé par le mois de juin. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai eu une petite baisse sur le nouvel appartement, puis était aussi moins bien référencé que les autres. Puis il faut savoir aussi qu'il y en a qui réservent longtemps à l'avance, et ben moi le mien il était que depuis le mois d'avril. Donc septembre, c'est reparti. Les réservations sont reparties, ça repart régulièrement avec Booking, ça va mieux. Et on a eu un événement, donc c'est aussi ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. On a eu l'explosion d'une usine juste à côté de Rouen. Alors vraiment, c'est très proche parce que c'est je dirais à 15-20 minutes à pied du centre de Rouen. Ouais. Donc c'est hyper proche. L'événement a été minimisé du fait que Jacques Chirac est décédé le même jour, pendant la nuit précédente. Donc du coup les médias en ont beaucoup moins parlé, même si on en parle quand même. Donc là on est en plein dedans, donc ça fait une semaine et demie à peu près que c'est passé. La première décision que j'ai prise, déjà, c'était d'appeler, de prendre des nouvelles de la personne qui s'occupe des appartements. Voilà. Également, qu'est-ce qui se passe? Donc, clairement, pendant 2 jours, la ville, elle était complètement fermée. On pouvait ni rentrer ni sortir. Odeur âcre, etc. On va voir ce qui se passe dans le futur. J'ai coupé pendant 1 semaine toutes les réservations. Néanmoins, j'ai des personnes qui passent pas par les plateformes et du coup qui sont quand même venues pour le travail. Donc voilà, ça continue. La réflexion que j'ai eue et que j'ai aussi partagée, c'est que du coup, moi j'ai un appartement à Paris maintenant, parce qu'il y en a un autre que j'ai vendu, j'ai l'appartement à Rouen, et je me dis, voilà, il est arrivé ça. On verra quels sont les dégâts, les dommages dans quelques semaines, quelques mois, mais à côté de Toulouse, à ZF, il y a quoi, une dizaine d'années, je crois. Ouais, un petit peu plus, je pense, mais oui. Voilà, on a eu, alors sans que ce soit Fukushima, Tchernobyl ou autre, mais il y a un moment où on se dit, si il y a une catastrophe, s'il arrive quelque chose dans une ville et qu'on est pénalisé pour des locations pendant quelques mois, si on a mis tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire tous nos appartements dans une seule ville, finalement, c'est 100% de l'activité qui en pâtit. Ouais. Et donc, ça m'a fait vraiment réfléchir. Et comme je suis en cours d'investissement, d'un coup, je suis reparti sur d'autres villes qui étaient proches de Paris, que j'avais déjà visitées dans le passé. Et du coup, voilà, je me remets à rechercher. J'étais au téléphone, il n'y a pas très longtemps, avec une annonce qui m'intéressait quand je reviendrai du Portugal, pour visiter ça. Donc, voilà, je sais pas, c'est... Par rapport à toi, tes biens sont aussi dans 2 villes différentes. Ouais, même 3 villes différentes. Après, si on raisonne que courte durée, oui, c'est 2 villes différentes. Mais effectivement, c'est un avantage d'avoir plusieurs biens dans la même ville, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que moi, je me suis retrouvé dans le cas que tu as cité ça m'est arrivé plus d'une fois, de gens qui me disent, on voudrait réserver, mais on voit que le bien est-ce qu'il est dispo? Non, il n'est pas dispo. Par contre, j'en ai un autre qui est dispo aux mêmes dates. Alors, il n'est pas forcément placé exactement au même endroit, c'est pas le même bien, mais il est pas loin. Donc, et 100% du temps, c'est bon, ça fait mouche parce que les gens, ça leur va bien, quoi. Petite astuce aussi, petite anecdote qui était loin d'être marrante à l'origine, mais qui s'est bien finie. Il y a 2 ans de ça, en plein hiver, en plein mois de décembre, j'ai des gens qui m'ont réservé un appartement A. Et le jour où ils arrivent dans l'appartement, la chaudière m'a lâché. Plus d'eau chaude, plus de chauffage, tout était au gaz, tu vois. Donc, en plein mois de décembre, c'est un peu compliqué. Heureusement, le deuxième appartement, lui, n'était pas loué. J'ai pu les basculer sur le deuxième appartement, le temps de faire réparer la chaudière. J'avais fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs, où j'avais expliqué un petit peu comment... Au début, les clients étaient plutôt mécontents. Forcément, tu arrives, tu réserves un appart. En plus, il m'a réservé, je sais plus, 2 ou 3 semaines, je me souviens plus, mais c'était assez long. Finalement, ils ont été... tu vois, ça c'est une astuce, mais le fait de voir que je faisais pas l'autruche, que je prenais le problème à bras-le-corps, que je leur ai trouvé une solution, bien sûr, j'aurais pas facturé plus cher, c'est normal, tu vois. Donc, je les ai logés dans un autre appartement qui était plus grand, mieux placé, etc. Ils ont vu que j'avais géré. Et en fait, résultat des courses, à la fin du séjour, ils ont dû prolonger d'1 semaine et demie de mémoire et ils sont restés chez moi. Bien sûr, j'aurais fait un prix,
tu vois, Ouais. en compensation. Mais donc finalement, un problème peut être transformé en opportunité. Ça dépend comment tu le gères. Donc ça, c'est pour l'aspect positif. Mais c'est vrai que ce que tu disais, le risque, je pense, tu as raison, c'est que quand tu as tous tes biens au même endroit, bah, il arrive un événement, moi j'ai des biens en bord de mer, bah, si j'ai un été qui est pourri parce qu'il fait hyper moche, Ah oui, la saison. la saison. Après, bon, remarque, c'est pas un très bon exemple parce qu'en général, ils réservent longtemps à l'avance et moi l'été, je mets non annulable, non remboursable. Ouais. Donc ils peuvent toujours annuler, c'est pas grave, je garde l'argent de la réservation. C'est une précaution parce que pareil, la première année, je me suis fait avoir et. Tout le monde a réservé à l'avance et tout le monde s'est Voilà. désisté. Ouais. Donc en général, les réservations d'été se font beaucoup sur janvier, février. Donc les gens savent pas, bien sûr, 6 mois à l'avance s'il va faire beau ou pas, donc ils réservent, tu vois. Donc ça, c'est une sécurité. Mais pour une raison comme la tienne, ça pourrait être, je sais pas, un gros tremblement de terre, même si on n'est pas trop sujet, quoique de plus en plus dans ma région. Ça pourrait être un incendie, ça pourrait être une montée des eaux, peu importe. Il peut y avoir 15 000 je vais te raisons, donner une autre anecdote qui nous est arrivée tous en France, mais particulièrement à Rouen. Les gilets jaunes. Oui. Et samedi, Paris était hyper concerné et Rouen était aussi très concerné. Alors dans une moindre mesure, parce que moi j'ai assisté un samedi là-bas. Mais les samedis, là-bas, clairement, pour les entrées et les sorties, puis c'était sur l'allée principale, donc en allant à la gare, c'était compliqué. C'est-à-dire que les étrangers, ils comprenaient absolument pas ce qui se passait, quoi. Ils étaient paumés. Et du coup, moi, j'ai eu aussi quelques désistements ou alors il devait arriver un samedi ou repartir un samedi. Du coup, ils sont arrivés plus tard ou plus tôt, tu vois, pour absolument pas être dedans. Tu vois, c'est un autre exemple. On n'est pas dans une catastrophe, mais on est dans un événement qui fait que d'un coup, c'est beaucoup moins attractif d'être dans cette ville. Donc, ça peut être aussi tu as évoqué le temps aussi qu'ils peuvent faire. La saison, si c'est des locations de montagne, s'il n'y a pas de neige, du coup, c'est plus compliqué. Ouais. Location de montagne, ça c'est une parenthèse. Moi, c'est un truc à moins d'être sur un sommet vraiment très haut placé où tu as la certituide d'avoir de la neige tous les hivers, avec le réchauffement, pour moi, c'est pas forcément. Moi, j'irais pas. Réchauffement climatique, on va de toute manière pas tendre vers un refroidissement de ça. Et c'est comme le sud, toi, tu as des appartements qui sont plutôt côte Atlantique, et tout ce qui est nord, côte bretonne ou la Normandie, maintenant on commence depuis quand même quelques années à avoir des chaleurs qui sont hyper importantes. Donc ça veut dire que en gros on avait la Côte d'Azur avant, c'était quasiment la Côte d'Azur ou le sud-ouest pour passer les vacances. Maintenant on voit bien qu'on remonte vers Bordeaux encore un peu plus haut. Même bien plus haut, tu peux aller en Bretagne. Exactement, et il fait beaucoup moins froid qu'avant. Donc, et puis ça coûte moins cher. Pour les Parisiens ou ceux qui sont du Nord, du coup ça leur fait moins de trajet. Enfin, il y a quelques avantages. Donc il faut réfléchir un peu à ça. Bon là on est vraiment sur la location plutôt saisonnière. Ouais, plutôt touristique. Mais tu vois, un exemple que tu citais, par rapport tu parlais des gilets jaunes, où les manifestations ont eu lieu majoritairement les week-ends. Si tu es sur une location touristique, justement ta clientèle, ça va plutôt être une clientèle qui va venir le week-end. Là, tu vas être embêté. Ou même qui arrive le vendredi soir, qui repart le dimanche, mais tu vois, c'est plutôt un peu compliqué. Et qu'à côté, tu es dans une autre ville où tu as une clientèle qui est plutôt une clientèle d'affaires, donc qui au contraire va arriver le lundi et repartir le vendredi. Tu vois, ça peut te permettre d'équilibrer. Déjà par rapport aux événements extérieurs, ça peut te permettre d'équilibrer aussi par rapport aux évolutions économiques, parce que le premier poste qui va être supprimé par les gens en cas de crise ou de problème, c'est quand même les loisirs, tu vois, alors qu'une clientèle d'affaires, elle sera moins sensible, ou en tout cas pas dans les mêmes proportions, elle aura toujours besoin de se déplacer pour faire du business, pour que l'activité continue de tourner. Donc c'est aussi une sécurité, je trouve, d'avoir quelque chose d'assez résilient en fait là-dessus. Et d'être du coup... On peut aussi mixer au sein d'une même ville, parce qu'il y a des villes dans lesquelles on peut avoir... on a un pôle d'activité dans un secteur économique X ou Y, et d'un autre côté, on peut être pas loin d'un lac, pas loin de la mer, pas loin... Et du coup, il peut y avoir un peu un mix de profils, que ce soit d'un côté les professionnels ou de l'autre côté des familles qui viennent en vacances. Ouais. Donc en conclusion, tu dirais que là c'est bon, du coup tu es du côté de Rouen pour investir, tu stoppes, tu vas continuer ton exploitation actuelle, mais tu vas maintenant pour les prochains
t'orienter ailleurs. Tu cherches, t'as des critères particuliers d'ailleurs pour ta recherche? Je sais pas, toi t'habites sur Paris, c'est quoi? C'est 2 heures, 3 heures autour de Paris? Ouais, c'est 1h30 autour de Paris, donc bon, il n'y a pas 50 villes. Hein. Ouais. Et c'est des villes du coup qui sont assez en relation avec Paris, et du coup l'idée c'est vraiment le professionnel. Ouais, le professionnel, ouais. Bah, de toute manière, à 1h30 de Paris, oui, c'est moins touristique. Pour le choix. Ouais. Mais professionnel, j'ai mon idée, tu vois, dans la configuration des biens, prendre trop petit, ça marche pas trop, je trouve. Et ce qui ressort vraiment beaucoup sur l'appartement qui est le plus petit, donc qui est le premier que j'ai exploité, c'est qu'il a une chambre qui est pas très grande. Hein. Il y a vraiment, il manque quelques centimètres carrés pour faire 9 mètres carrés. Mais c'est du coup d'avoir vraiment un coin de nuit à part. D'accord. Et ça, ça fait vraiment la différence, parce qu'il y en a qui me disent, bah, en fait, j'ai choisi le vôtre, il est un peu plus cher, mais par contre, j'ai pas le lit à déplier et à replier, parce que les gens travaillent, puis ils ont pas envie, puis souvent ils ont la table à repasser, c'est le bazar et ils veulent être tranquilles. Donc moi, la chambre est petite, je le savais dès le départ, mais c'était vraiment coin nuit, parce que dans le salon, j'ai un endroit où on peut très facilement mettre des valises et tout. De toute façon, 2 choses, j'ai remarqué que premièrement, aujourd'hui, si tu veux te démarquer, c'est le T2, c'est plus un studio. Enfin, je dis aujourd'hui, ça fait déjà bien 2 ans que... Le T2, c'est bien pour les étudiants, c'est bien... le studio, tu veux dire? Pardon. Ouais. Non, le studio, c'est vrai que dans les grandes villes, c'est bien pour des étudiants, c'est bien pour quelqu'un qui commence dans la vie. Après, les pros... Location courte durée, de toute façon, ils veulent une chambre à part. Après, comme tu l'as dit, je pense que tu as raison. Le fait que la chambre soit petite, c'est pas un problème. Ils y sont que pour dormir. Mais s'ils veulent un appartement, c'est plus pour avoir une pièce de vie, pour bosser un peu, se poser. Surtout s'ils sont en déplacement toute la semaine. Toi, l'intérêt, c'est d'avoir quand même plus d'espace que dans une chambre d'hôtel. Donc, tu peux avoir une petite chambre, c'est pas grave. Mais l'intérêt, pour moi, c'est vraiment de la chambre séparée. Alors après, l'astuce qui marche très bien, hein, souvent que je conseille à des clients, moi, c'est tu peux aussi trouver un grand studio. Et si tu n'as pas de fenêtre, enfin s'il n'est pas traversant, bah, tu mets une verrière. Et puis tu mets une cloison avec une verrière. Même si ça fait juste la taille du lit, tu mets des tablettes au mur pour poser ton téléphone, une lampe et tout, un bouquin. Mais ça fait le job et ça reste quand même En fait, il faut bien comprendre que oui, tu as raison. Ce qu'ils veulent, c'est pas avoir à défaire le lit et le refaire le matin et le soir. Si ils ont envie de recevoir un peu de monde, on sait jamais, ben voilà, c'est cool. Puis de toute façon, tu vendras toujours mieux et tu l'auras toujours mieux un T2 qu'un studio. Moi, justement, tu parles de la verrière, parce que moi, j'ai aussi étudié ça. C'est-à-dire que parfois, on se retrouve avec des très grands studios, type 35 mètres carrés de studio, et c'est difficile à vendre pour les propriétaires, parce que comme tu dis, parfois on peut pas clairement faire une cloison, soit parce que la fenêtre elle tombe vraiment au mauvais endroit, puis on voit qu'on peut pas caler le lit, ou alors ça prend trop de place par rapport au salon, et du coup la chambre devient disproportionnée, et puis parfois ça marcherait, mais alors il faudrait en premier passer par la chambre et ensuite être dans le salon. Enfin, des fois ça marche pas bien. Alors la verrière, c'est vraiment la super astuce, parce que ça peut même au pire être une chambre aveugle, où on puisse ouvrir la verrière. Mais surtout, là où il faut bien faire attention, moi je trouve, c'est que la verrière, après il faut bien positionner le lit et faire très attention à ce qu'on va mettre au mur de ce qui va se voir en fait du salon. Et là, ça peut être un mur peut-être sobre, avec soit une peinture qui irait à la fois dans la chambre et dans le salon, ou un rappel un peu. Il faut vraiment faire attention de ne pas mettre une armoire, ou tu vois, vraiment faire un truc qui soit rangé. Et dans une location courte durée, c'est facile parce que les gens restent pas très très longtemps. Donc la verrière, c'est un bon compromis, parce qu'on peut avoir des appartements vraiment en dessous du prix du marché, du fait qu'il n'y a qu'une pièce et que c'est plus difficile à vendre. Et après, on peut faire justement avec à moindre coût, parce que la verrière, on trouve beaucoup de magasins de décoration, enfin de bricolage, pardon, qui propose cette astuce, ou même avec un artisan, c'est vraiment pas très compliqué. C'est hyper simple, c'est du placo, tu prends une barrière sur mesure, non, standard justement. Oui, standard, pas sur mesure, au contraire. Et puis, je veux dire, quand c'est en séparation de pièces et qu'il n'y a pas d'autres personnes à côté, on n'a pas besoin que le verre soit hyper épais, qu'il y ait une isolation phonique hyper importante. On a besoin d'une démarcation, une légère cloison, et ça suffit en général. Ouais, tout à fait. Ok, Seb, bah écoute, merci pour ce retour d'expérience. Toujours intéressant justement d'avoir l'avant-après, de voir l'évolution. Et tu confirmes bien que ça fonctionne toujours.
Maintenant, ta stratégie évolue un petit peu, mais... exactement, et puis voilà, on discute aussi beaucoup un peu de ce qu'il faut faire, des bonnes pratiques. Tu vois, tu disais, de temps en temps, quand on débute, on a fait une bêtise, machin, sur le deuxième, on le fait pas. Puis après, quand on discute entre nous, quand toi, tu partages avec ta communauté les vidéos, les formations, après, en fait, il faut juste, pour gagner du temps, il ne faut pas répéter les erreurs, quoi, parce que sinon, c'est là où on perd du temps. Et puis voilà, après, je veux dire, ça veut pas dire parce que tu as un bien qu'il faut absolument changer de ville, comme je viens de dire, mais si tu en as 1, 2, 3, il y a peut-être un moment, tu vas ailleurs. Le seule chose, c'est qu'après, si tu commences à aller dans une autre ville, faut que tu en fasses aussi, pas que 1, peut-être 2 ou 3 aussi, parce que il va falloir que tu retrouves un service de conciergerie ou une personne sur qui te reposer. Ce qui est c'est peut-être ce qui fait le plus peur aussi pour lâcher les rênes, c'est de trouver la personne de confiance. Mais finalement, une fois qu'on la trouve, puis une fois qu'on a déjà fait la démarche, qu'on est dedans, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait de quoi on a besoin, maintenant avec toutes les auto-entreprises, les micro-entreprises qui se montent, il y a beaucoup de monde qui sont en recherche de ça. Donc il faut y aller, et tu vois, petite astuce, moi là je l'ai fait il y a 3 mois maintenant parce que j'ai mis dans une nouvelle ville un appartement, mais il y en a d'autres qui vont suivre à la location courte durée. Donc il a fallu que je recherche à nouveau une personne, je n'avais pas fait depuis longtemps. Bon, c'est une ville dans laquelle il n'y a pas de service de conciergerie existant. Donc, ce que j'ai fait, la bonne vieille méthode, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin. J'ai posté une offre d'emploi dans laquelle j'ai mis cherche personne pour faire ça, entrée, sortie, ménage, tout ça. Donc, voilà, j'ai expliqué un petit peu le détail de ce que je cherchais. Et finalement, j'ai été contacté par plusieurs personnes. J'ai fait passer des entretiens d'embauche, tout simple, tu vois. Et je suis tombé sur une personne qui m'a dit, ouais, moi, ça m'intéresse. Je lui ai expliqué le concept. Je lui ai fait visiter l'appartement, l'immeuble, tout ça. Et en fait, tu vois, elle était même pas micro-entrepreneur. Elle était en chèque emploi service, mais comme j'ai une optique de travailler sur du long terme avec elle et que je vais lui donner d'autres appartements d'ici quelques mois dans la même ville, je l'ai juste accompagné dans la démarche pour se mettre en micro-entreprise. Elle m'a dit ok, moi il n'y a pas de souci, du moment que elle, ça lui coûte pas plus cher, qu'il lui reste la même chose en net que si elle était en chèque emploi service. Donc là on a fait notre calcul et puis je la paye en conséquence pour que elle ce soit pareil de son côté, tu vois. Mais voilà, elle s'est inscrite et du coup tout le monde est en règle, tout le monde est content. Et c'est comme ça que voilà, elle démarre une nouvelle activité et que moi j'ai trouvé une personne. Donc c'est pas parce que ça c'est une question qu'on pose souvent aussi, c'est vrai, tu sais, comment tu fais, s'il n'y a pas de conciergerie et tout ça. À un moment donné, investir dans l'immobilier, à plus forte raison en location courte durée, ça reste une forme d'entrepreneuriat. Vous créez un mini-business, donc à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens. Et il faut se trouver des solutions. Voilà, il faut trouver des solutions, il faut régler les problèmes, tout simplement. Et alors moi j'ai une autre astuce. Si tu veux, je te la donne. Vas-y. Je sais pas s'ils veulent l'astuce. Je pense qu'ils la veulent. En fait, la personne que j'ai trouvée n'est pas la première personne en fait avec qui j'ai pris contact, parce que moi, ma première réaction que j'ai eue, ma première démarche, parce que comme chez toi, il n'y a pas de service de conciergerie dans ma ville. C'est tout simplement qu'au début, quand moi je suis allé visiter la ville, parce que je suis pas rouennais, donc je suis allé dans des Airbnb, dans des Booking, donc j'ai séjourné. Du coup, c'est là aussi. C'est quand même quand tu séjournes, tu regardes où est-ce que c'est bruyant, est-ce que c'est les bons quartiers, quels services on met à disposition, comment j'ai été accueilli. Déjà comme ça donne un peu la température de la ville. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une personne chez qui je suis retourné 3 fois, dans 2 apparts différents, parce qu'en réalité elle en avait 3 et moi j'en avais testé que 2. Une fille vraiment super. Elle avait donc 3 appartements, des notes de malade, et elle était hyper bonne au niveau de l'accueil, au niveau du renseignement, elle donnait son temps. Puis j'avais discuté avec elle et elle me disait qu'elle faisait que ça. Et donc moi, en fait, mon premier réflexe, quand j'ai voulu déléguer tout ça, une fois que moi j'avais monté mon appartement et que j'avais fait les premières réservations, etc. moi-même, j'ai voulu déléguer, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, voilà, moi je suis un ancien de vos clients, donc elle m'a voyé qui j'étais. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, je me suis installé, j'ai créé un nouvel appartement. Bon, vous allez voir, c'est pas le même standing qu'elle, parce que là c'était plutôt des grandes chambres, on avait beaucoup d'espace. Quand moi je réservais, je prendrais plus grand. Et là, c'est pas le cas. Donc je me suis dit, je vais pas lui casser son business, parce que c'est toujours le problème. Et du coup, on a réfléchi, on a discuté, etc. Au final, elle n'a pas accepté parce que finalement, je crois qu'elle n'avait pas tout à fait besoin de ça, de faire conciergerie ménage. Mais je pense que ça peut être une démarche parce que finalement, quand on a 1, 2, 3 et que ça fonctionne bien, et surtout, on peut voir tout de suite les notes de la personne. C'est-à-dire que quand tu vois que la nana, elle a des super notes au niveau de l'accueil, puisque l'accueil, c'est vraiment c'est 50% de ta note. T'as un super appart, un accueil pourri,
t'as pas une bonne note, c'est sûr. Autant ne pas faire d'accueil si on Non. a une personne qui le fait pas bien. Ah ouais. Et donc voilà, donc l'astuce, moi c'était ça, c'était que les personnes chez qui j'étais allé, chez qui ça s'était bien passé, super accueil, super note, ben on se dit, si elle arrive à avoir du 5 étoiles ou du 10 sur 10 sur Booking, ce qui était vraiment son cas, et puis sur 250, 300 commentaires par appartement, quoi. Hein. Donc je me suis dit, voilà, bon, non, elle l'a pas fait, mais au final, la personne que j'ai recrutée a aussi 3 appartements sur moi qui sont extrêmement bien notés, donc finalement, bah, c'est ce profil-là, en fait, que j'ai ouais, ça c'est une bonne astuce. Tu vois, ça c'est un truc, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, c'est une très bonne idée. Voilà, de aussi ces journées, regarder sur le Airbnb qui fait l'entrée, la sortie. Il y a de plus en plus de conciergeries qui le font. Ouais, c'est une excellente idée. Et il y a un truc que je me dis, parce que des fois, bah, on me dit, mais toi, t'es sur cette ville, tu peux nous donner les coordonnées de la personne? La réponse est toujours non. Parce que et c'est pas que je veux pas, mais c'est juste que si je veux que moi mes appartements ça continue de tourner, comme elle a les siens, plus les miens, c'est-à-dire qu'à un moment, si elle a 4 réservations le même soir, donc plus elle va multiplier le nombre d'appartements, moins elle sera performante sur l'accueil, sur le changement sur le ménage, le nettoyage, les changements de draps, parce qu'elle s'occupe vraiment de tout. Hein. Moi, je lui ai donné une dizaine de jeux de draps, elle s'occupe de tout avec les 2 appartements, puis c'est elle qui gère tout. Donc voilà, plus elle va en avoir, c'est le goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'à un moment, elle le fait. Alors je sais qu'elle a mis sa fille sur le coup et elle a un plan B quand elle part en vacances, dont je profite si jamais elle a 2 ou 3 check-in à faire au même moment. Mais voilà, le problème c'est que si on surcharge trop, on est bon quand on est à taille humaine et qu'on peut répondre, et quand ça devient l'abattage, la chaîne, ben en fait on n'est plus bon au niveau de l'accueil. Donc c'est pour ça que je fais aussi un peu attention à ça. Ça je l'ai vu dans pas mal de conciergeries, soit elles deviennent mauvaises si elles refusent d'embaucher du monde en plus, soit effectivement elles font appel elles prennent du monde, donc soit c'est coup de main de la famille ou alors elles embauchent carrément, et là c'est qu'elles ont compris que elles avaient atteint leurs limites et que du coup il fallait qu'elles, pour pouvoir continuer à assurer la même qualité de prestation, qu'il fallait qu'elles se développent, quoi. Ouais, mais il faut demander surtout régulièrement, est-ce que vous avez d'autres clients, est-ce que vous avez... et moi je fais très attention à ça. Et celle que j'ai actuellement me dit non parce que si j'en ai trop, je vais plus pouvoir m'en occuper. Puis je pense qu'elle veut pas non plus se tuer à la tâche. Donc elle le fait bien sur un nombre limité. Elle est contente de notre partenariat et voilà, ça se passe bien comme ça. Donc voilà, à vouloir être trop à la course à la performance, forcément ça va se voir. Et c'est pas ce que je veux sur les notes tout simplement. Ok. Écoute, merci Seb pour ce retour d'expérience. Je t'en prie. Je vous remets le lien sous la vidéo vers ta chaîne YouTube. Tu as un blog aussi sur l'investissement immobilier, donc je vais vous mettre tout ça sous la vidéo. Si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail ce que fait Sébastien, et ça se trouve juste en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez sur le pouce. Et si vous voulez être informé dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement locatif, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, je crois qu'il est là, ou alors il est là-bas, mais il me semble qu'il est là. Et vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Merci encore d'être venu, merci pour avoir partagé ça avec nous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre fidélité au blog et à la chaîne YouTube, et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut! Bye!